Bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse, la chaîne qui décrypte l'actualité de la NBA et surtout les matchs qui ont lieu chaque nuit avec notre CQFR, ce qu'il fallait retenir de la nuit. Toujours la même équipe avec moi, il y a Shai Mamou. Shai, il y avait 2 matchs la nuit dernière. Les Celtics ont battu les Sixers 95-86 et ont arraché un Game 7 qui se disputera à Boston. Et les Nuggets ont torpillé les Suns. Je ne sais pas quel adjectif utiliser, quel verbe utiliser. 125-100, les Nuggets, la première équipe qualifiée pour les finales de conférence. On parlera de Denver après. Je te propose qu'on commence quand même avec le match qui était le plus intéressant cette nuit. Un Game 6 très disputé donc entre Boston et Philly et une victoire de Boston sur le fil avec un très gros Jason Tatum dans le dernier quart-temps. Qu'est-ce que tu retiens un peu de cette performance notamment de Tatum, qui s'est vraiment réveillé au bon moment pour le coup? Ah bah alors c'est même pas réveillé, c'est que le gars est passé du cauchemar absolu au quasi-statut de héros en sauvant les meubles, parce que c'est incroyable, mais voilà, en quelques minutes, il manque 14 de ses 15 premiers tirs dans le match, d'accord, Ouais. dans un match qui était déjà faible en scoring, tu sentais bien Faible la en adresse. pression, faible en adresse. Enfin, c'est pas le match, c'est pas la pub du basket ultra offensif qu'on a pu voir dans d'autres séries. C'est vraiment les bonnes séries de l'Est à l'ancienne où tu sens qu'il y a de la tension, de l'intensité et que ça rate beaucoup, mais ça, voilà, au niveau du suspense, c'était quand même bien. Bah ouais, Jason Tatum qui passe de ce statut-là, 14 de ses 15 premiers tirs ratés, et dans le money time, 10 points dans les 5 dernières minutes, je crois, et les deux paniers, les deux 12, voilà, et les deux shoots à 3 points qui permettent aux Celtics de se détacher et de casser totalement l'atmosphère dans la salle et de pousser les Sixers dans un match 7 alors qu'ils semblaient avoir la série plutôt en main. Et Tatum finit donc alors à 19 points, mais à 5 sur 21 encore. C'est assez fou. Mais en fait, il met même 4 paniers à 3 points en fait, dans les 5 dernières minutes. Au final, ces points sont là. Essentiellement, ces paniers sont là. Donc oui, celui pour passer devant, 84-83. Puis celui pour enfoncer le clou directement dans la foulée, 87-83. Et c'est marrant parce qu'il sauve la saison des Celtics, mais il sauve presque sa réputation en fait. Je me demande, tu vois, si Boston sort là, sur ce match, un match où ta superstar s'est complètement trouée en termes d'adresse. Et bon, ce qui est fort, c'est que quand même, apparemment, lui-même dit, il est resté très confiant. Il se disait, il reste du temps pour que je fasse la différence. Et effectivement, il a fini par faire la diff. Il y a 2 paniers à 3 points qui sont plantés sur Joel Embiid, donc, où il profite de cet espace. Alors, on voit, de toute façon, on le sait, comment tu peux exploiter éventuellement la présence d'Embiid, parce qu'Embiid, dans la raquette, leur a mis pas mal de contres quand même. Il a verrouillé la peinture. Et là, voilà, quand tu l'obliges à l'écarter. Mais bon, Tatum, ça change tout. C'est fou comment ça peut aller vite et comment tu peux vite changer la physionomie, la perception d'un match. C'est ça. Il y a ces tirs-là. Donc, il y a cette montée cette résurrection presque au sein même du match de Tatum. Mais en fait, c'est surtout à la fois Philadelphie qui. C'est presque du choke d'un côté. Ouais, je sais que les gens aiment bien ce terme tout le temps. Ils ont choqué, ils ont choqué. Mais donc, il y a à la fois Philadelphie qui se désintègre en fin de match offensivement et Boston qui a retrouvé, je trouve, cette ADN défensif sur laquelle ils sont construits, tu vois, avec Brad Stevens à un moment et ça s'était un peu perpétué avec Udoka. Mais quand tu regardes, Philadelphie n'a pas mis le moindre panier entre le shoot d'Embiid à 6 minutes 10, j'avais noté 6-10, et le panier de Springer à la fin qui sert à rien à 20 secondes de la fin. Donc je pense que là, ce retour aux fondamentaux de la défense de Boston qui je trouve a été incarné par Marcus Smart. Pour moi, c'est le joueur décisif. Presque. C'est le joueur du match. Enfin, c'est dur à dire. Parce que forcément, alors c'est pas lui qui met les shoots décisifs et machin, mais je veux dire, il met quand même 22 points et surtout c'est lui qui. Tu sens que c'est lui qui contamine tout le monde en termes d'agressivité, de bagarre défensive. C'est lui, quoi. Le refus de perdre, en fait, c'est ça. Je pense vraiment que si Smart n'est pas là et si Smart il bouge pas tout le monde et il met pas tout le monde sur ses épaules en défense, là on l'a vu, le statut de meilleur défenseur de l'année. On a vu, il y avait l'aura autour de lui comme ça. Mais il fait 22 points, 7 passes, 7 rebonds, 2 interceptions et le leader émotionnel, c'est lui. On se demandait ces derniers jours, est-ce qu'ils ont ce leader, ce gars-là qui peut leur éviter une élimination, qui est là, ça leur pendait au nez quand même. Tu joues à Philadelphie, qui est une salle chaude.
pour l'East, ça fait plus de 20 ans que Philadelphie est pas retourné en finale de conférence et il arrive à sortir ça, c'est quand même important. Et je pense qu'il faut parler peut-être là pour le coup du rôle de Joe Mazzulla qui a été... Enfin, il a fait les adaptations et les choix qui semblaient s'imposer. On lui reprochait un peu d'attentisme ces derniers jours. Déjà, dans le line-up de départ, il met Robert Williams avec Al Horford pour jouer plus grand et ça, je trouve que ça a été un... Ouais, Williams a été une menace verticale sur plein de Voilà. hoops, sur des rebonds offensifs. Et de toute façon, c'est un joueur essentiel aux Celtics déjà depuis l'an dernier. Il a été vraiment bon. Juste sur Smart, moi je suis d'accord. En fait, alors Tatum sauve le match. Je veux rien enlever à Tatum parce que la manière dont il enchaîne les 3 points comme ça, il éteint la salle. C'est même sans être fan des Celtics, je trouve ça kiffant à voir parce que tu vois, tu as vraiment la performance d'un grand. Mais sans Smart, en fait, les Celtics ils perdent ce match bien avant. Alors attention, Boston a compté jusqu'à 16 points d'avance quand même. Boston a été aussi au contrôle avant de s'éteindre. Mais Smart, je retrouve presque le joueur qu'il était à la fac, tu sais, quand il marquait des points. Je sais pas comment dire, son jeu offensif, parce qu'il met des 3 points, il les prend en confiance. Tu sens quand il prend le tir qu'il est en confiance, tu sens que la mécanique est fluide. D'ailleurs, sur ses playoffs, je vais aller regarder ses stats, il est à plus de 16 points par match sur les playoffs. Donc, tu vois, il fait des très bons playoffs offensivement. Pour un 16 points venant de Smart pour Boston, c'est du bonus. Et ouais, même dans les drives, il attaque sur des pick and roll. Il met un drive aussi à la fin d'ailleurs. Entre les 4 paniers de Tatum, il y a un seul panier de Boston. C'est celui de Smart qui justement joue un pick and roll. Il est agressif, ça change beaucoup de choses. Je l'ai trouvé. Et oui, comme tu disais, on a souvent parlé du manque d'âme, de leadership du côté de Boston. Et clairement, lui, là, l'expression que tu as utilisée, je ne sais plus, le refus de perdre. Ouais, c'était type. Je trouvais, moi aussi, je suis d'accord, j'ai eu cette impression. Il y avait vraiment ça, et à côté de ça, il y a eu presque la peur de gagner pour les Sixers. Harden est repassé sur un match, il est toujours sur ce courant alternatif, et là, c'était pas le bon Harden. C'est-à-dire qu'il était sur l'entre-deux, enfin sur le bas du curseur qu'on n'aime pas, c'est-à-dire ni les 40 points qui te font gagner le match, ni le playmaking discret mais ultra précieux. Donc là, c'est 13 points à 4 sur 16, on a vu le mauvais Harden. Et je pense que Embiid et Maxi, qui ont tous les deux mis 26 points, avaient besoin là d'Harden, d'un meilleur Harden, et on l'a pas vu. Et Philly a eu un peu peur de gagner, j'ai l'impression. Et puis, il n'y a aucun role-player qui ont contribué en fait à Philadelphie, à part peut-être éventuellement PJ Tucker, mais qui prend 3 interceptions, qui défend. Mais ouais, t'as raison, même Tobias Harris est pas là. Enfin, c'est les limites de la rotation des Sixers qui ont souvent été mises en avant tout au long de la saison en fait. C'est qu'à un moment, ton effectif, alors il n'est pas mauvais, il y a des joueurs de qualité, mais est-ce que c'est des joueurs qui peuvent être consistants sur toute une série une fois le premier, le deuxième tour passé? C'est là où tu vois, le banc apporte quasiment rien. Il n'y a pas de playmaker sur le banc. Il n'y a pas un joueur du banc. Malcolm Brogdon a été bon. Il a été bon surtout en début de match. Mais tu vois, il rentre et très vite, ça met du rythme. D'ailleurs, les Celtics ont été rapides en début de partie. Alors, il y a eu de la maladresse, mais ils ont mis du rythme. Brogdon, il met des shoots. Il y a quand même une différence de profondeur. Et j'ai l'impression quand même que Philly, et si on regarde sur les matchs qu'ils ont gagnés, il faut toujours des très grosses perfs individuelles. Ou alors vraiment plusieurs bonnes perfs. Dans le match d'avant, il y a Embiid et Maxi qui sont tous les deux au-dessus des 30 points. Les autres victoires, c'était 2 matchs à 40 points d'Harden. Tu es obligé de t'en remettre vachement à tes superstars. Bon, après, c'est le jeu, ce stade de la compétition, mais voilà, ça peut montrer certaines limites. En tout cas, là, à la place des fans des Sixers, je serais terrifié, mortifié, tout ce que tu veux, parce que tu laisses passer une opportunité énorme à la maison contre une équipe de Boston qui semblait plus y être sur la fin. Même t'as raison, ils ont mené, mais quand Philadelphie prend le contrôle dans le 4e quart-temps, je me dis que c'est terminé. Honnêtement, je vois le match, tu te dis que la star de l'équipe a du mal à mettre dedans. Jaylen Brown est très correct, mais je le sentais pas déterminé à prendre le leadership offensif non plus. Enfin, c'était... Et puis là, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et je serais mortifié si j'étais un fan des Sixers parce que c'est pas pour lui tirer une balle gratuite, mais Doc Rivers dans un game set, il a perdu 9 game sets sur 15. Et je disais, et là, c'est sa 32e défaite dans ce qu'ils appellent les clinching games, donc ceux qui peuvent terminer une série. 32e défaite. Alors, évidemment, il a joué beaucoup de séries. C'est un coach maintenant à la longévité qu'il faut saluer. Et c'est pas lui qui fait perdre l'équipe. Il n'est pas tout seul.
Mais à contrario, là, pour le coup, je sais, on a aussi un peu critiqué Mazzulla dernièrement, mais là, avec les ajustements qu'il a fait sur la compo, il y a aussi, Il après, a ça pris reste de, Tatum à part. Là. voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est de l'extra, presque de l'extra sportif. C'est pas un ajustement technique ou quoi, mais le fait que juste après ce petit speech qu'il a fait à son joueur et que derrière le gars, il se met à tout rentrer alors qu'il avait raté tous ses shoots. Bah là, voilà, c'est un move de players coach peut-être plus que de tacticien, mais ça a payé. Non, clairement. Clairement. Pour les clinching games, je pense que pour envoyer une balle gratuite, par contre, je m'amuserais à regarder les stats d'Arden dans les clinching games. Parce qu'à mon avis, c'est pas très, très Ouais, propre. probable. Je checkerai ça, j'en ferai peut-être même un article sur Basket Session. Voilà. Donc, n'hésitez pas La à promesse. aller voir dans la journée. Mais oui, donc du coup, on aura un game 7 à Boston dans une série qui, de toute façon, pour le coup, est vraiment disputée et intéressante. Pas de game 7, par contre, entre les Nuggets et les Suns. Honnêtement, ça a tourné à la boucherie tellement rapidement. Ouais. Écoute, il y a deux trucs sur ce match. D'un côté, il y a Denver qui fait une démonstration. Et d'un côté, tu sens que les Suns, il n'y avait vraiment plus de jus. Alors, pour le coup, Phoenix a joué sans DeAndre Ayton et sans Chris Paul. Et de toute façon, allez, je termine là-dessus. Cameron Payne a mis 31 points. À partir de là, tu sais que c'était mauvais signe. Ouais. Non, mais t'as raison. Mais ce qui est fou, c'est que même si je pensais que Denver gagnerait, que ce soit la série en 7 ou en 6, je pensais pas que les Suns seraient autant dominés dans ce match-là. Ah, mais ils sont carbonisés en fait. Ouais, mais tu peux te dire que voilà, sur le talent, KD, Booker, même voilà, bon, il y a pas Ayton, mais Ayton n'a pas été fantastique. C'est un euphémisme depuis le début des playoffs. Et c'est surtout que ouais, Denver a été absolument sans pitié et a déroulé son jeu en prenant le truc très au sérieux. Hein. Ils se sont pas dit, Ouais. tu vois. Mais c'est ce que doivent faire les grandes équipes en fait. Bah, ils ont joué comme une grande équipe et depuis le début des playoffs, je trouve qu'ils se comportent comme une grande équipe. C'est-à-dire que les matchs qu'ils ont perdus à Phoenix, c'était pas des blowouts, il y avait rien de scandaleux. Ils auraient pu les prendre aussi, c'était pas si loin que ça. Et ils jouent juste intelligemment. Jokic quoi. Ouais. Je pense qu'il en a vraiment rien à secouer d'avoir perdu le titre de MVP vu le niveau qu'il a là et qu'il est en train de montrer. Enfin, il a contribué à cette. Ils ont eu l'approche de vouloir pilonner la raquette. Forcément, sans Ayton, qui est quand même un joueur qui a un peu gêné Jokic par le passé. Faut pas lui enlever ça. Voilà, Jock Landale est valeureux, tout ce qu'on veut, mais ils avaient rien derrière pour vraiment gêner. Donc Jokic 32 points, 12 passes, 10 rebonds à 13 sur 18. Il a pas mis de panier à 3 points et les Nuggets n'ont même pas eu besoin vraiment. Ils ont mis que 8 paniers à 3 points, donc moins que les Suns, mais ça les a pas empêchés de shooter à 53%, je crois, et d'être totalement injouable dans ce match. Et en face, tu as raison, il n'y avait plus d'énergie, il n'y avait plus. Ni KD ni Booker n'avaient peut-être soit assez de jus, soit de détermination, de volonté, tout ce que tu veux, mais pour faire un miracle à 50 points, comme on a vu dans d'autres séries, pour que le match soit compétitif, là, ça a été. Monty Williams aussi a eu du mal à trouver la formule parce que sans Ayton, donc tu mets Landale, il a mis Landry Shamet dans le 5 aussi. On n'a pas du tout vu Josh Okogie qui était titulaire sur 2 ou 3 des matchs de la série. Enfin, compliqué et sorti de route un peu en catimini comme ça. C'est décevant pour les Suns. Ouais, après, je pense que les longues minutes jouées contre les Clippers, et oui, ça joue, c'est sûr. Elles se font ressentir en fait. C'est peut-être surtout ça que Phoenix peut s'en vouloir sur certains matchs qu'ils n'ont pas réussi à plier plus tôt contre Los Angeles. Où là, Booker, par exemple, il finit à 12 points, lui il passe, il prend que 13 tirs. Booker, il a plus le jus. Il fait des très gros playoffs, hein, mais là, à un moment, il a plus le jus. Durant, il rate 9 de ses 10 premiers tirs, si je ne dis pas de bêtises. C'est simple, hein, il y a 81-51 à la mi-temps. Plus 30, c'était fou. 40... Après 10 minutes, c'était plié, en fait. Les Nuggets ont attaqué le match, bah voilà, comme on l'a dit, comme une grande équipe qui vient, qui a un boulot à faire. Jokic qui finit en triple-double, pardon. Donc il a dit, et c'est son 3e triple-double sur la série. T'as vu sa moyenne sur la série 34,5 points, 13,2 rebonds, 10,3 passes. Ouais, c'est le jeu. Avec des pourcentages de folie. C'est le genre de campagne de mec qui va au bout, en fait. Vraiment, les Nuggets,
il y a quand même un truc qui se développe. Tout le monde est bien dans son rôle. Murray fait des bons playoffs en étant régulier. Ça n'a pas toujours été acquis, mine de rien. Il a été bon en playoffs, ça c'est vrai, dans la bulle et tout, mais il n'a pas toujours été aussi régulier. Et là, il est vraiment fort. Jokic est ultra dominant. Aaron Gordon est super précieux. Tu vois, Durant, il ne fait pas une bonne série, mais parce qu'il y a peut-être un des seuls mecs dans la ligue qui est capable de défendre sur lui, en fait. Ouais, Gordon fait vraiment... C'est sûr que il le gêne énormément et pendant des années, on l'a un peu vu comme un mec qui pouvait être fort des deux côtés. Enfin, tu vois, Orlando, il le voyait quasiment comme un franchise player à un moment, tout au début. En tout cas, les comparaisons avec Paul George, etc. Ouais. On s'en souvient de ça. Et là, le voir vraiment plus en spécialiste défensif sur un des meilleurs attaquants de tous les temps, c'est aussi fatigué soit-il. En plus. Bien sûr, mais juste ce qu'il faut, quoi. Il n'y a pas besoin. Ils sont pas dans l'attente d'un match à 28 points d'Aaron Gordon ou de n'importe qui d'autre d'ailleurs. Là, Caldwell Pope fait 21 points, il cartonne dans le premier quart-temps, il rentre tout. Pareil, Michael Porter, on se demandait est-ce qu'il ne doit pas en faire plus dans les quatrièmes quart-temps et machin, mais s'il n'y a pas de suspense et d'enjeu dans le quatrième, il n'y a pas besoin que Michael Porter mette 20 points. Ils ont tous été bons. Bruce Brown en sortie de banc, on le dit à chaque fois aussi, super précieux et incroyable ce joueur. Mais tu sais ce qui est fou, ils ont même certains joueurs qui jouent pas beaucoup. Que tu vois, par exemple, un Reggie Jackson, bon, moi je suis pas un grand fan du joueur, mais tu sais que s'il y a un moment pour X ou Y raison, si on ne sait pas, il va y avoir besoin d'un coup de chaud offensif, ou tu vois, il peut se permettre de lancer un mec comme ça en fait. Il y a vraiment des ressources. Vlatko Kančar, alors je suis désolé pour la prononciation, doit être horrible. Kančar, le joueur slovénien. Pareil, c'est un mec qui a du... C'est un slovène, mon Dieu, je suis désolé. Je m'excuse, il y a trop de fatigue là. On est vendredi et j'ai un déficit de sommeil de 40 heures. Je ne peux plus. Mais donc oui, le Slovène, le compatriote de Luka Doncic, il est bon aussi, tu vois. Ishmi, c'est des jeux... Voilà, là, je parle du bout du banc, quoi. C'est vraiment l'équipe qui, moi, personnellement, me fait la plus forte impression depuis le début des playoffs. Ouais, c'est ça, c'est la plus sereine depuis le début des playoffs et on va le redire, mais ouais, Jokic fait. On a l'impression que c'est acquis. Jokic. Parfois, les gens ont l'air de dire, ouais, bon, c'est un joueur de saison régulière, mais alors que son bilan en playoff, même en carrière, en fait, hein, il est incroyable. Et là, la campagne qu'il est en train de faire, c'est un mec en mission, mais qui donne pas l'impression d'être en mission. Tu vois, il est juste trop fort. C'est ce que je trouve très ironique, c'est qu'il y a eu beaucoup pendant l'année de non, mais on ne peut pas donner un troisième MVP à un mec qui n'a pas en playoff, bref, tout ce truc à la... Et ça serait très ironique que quelques mois après avoir entendu tous ces trucs débiles pour un trophée qui concerne la saison régulière, le gars aille au bout. Parce que honnêtement, là vraiment, j'ai du mal à voir, à part une équipe de Boston qui serait très concentrée de la première à la dernière minute, du premier au dernier match d'une série, je vois vraiment pas qui va arrêter Denver en fait. En tout cas, ils ont l'air d'être sur cette dynamique-là. Moi, je m'avancerai pas autant, même si tu sais que je fais partie des gens qui croyaient en eux. Quand on a fait notre tier list, je les mettais à égalité avec Milwaukee et Boston. Pour moi, pour les contenders obligatoires. Mais ouais, je me méfie parce que ces playoffs, ils sont quand même bien bizarres, tu vois. Non, mais bien sûr, puis n'écoutez pas toujours mes pronostics. Quand j'avais Milwaukee en finale NBA, on a vu ce que ça a donné. On a tous envisagé Milwaukee, voilà. Mais par contre, c'est vrai, là, si on prend sur l'instant et sur le début des playoffs, ils ont une constance, un sérieux. À domicile, ils sont très, très, très forts. À l'extérieur, ils sont capables d'aller mettre 25 points à une équipe qui a une force de frappe offensive comme ça, tout en la limitant à 100 points. Enfin, oui, là, il y a une petite vibe d'équipe qui commence à se dessiner comme un favori parce qu'elle aura perdu moins d'énergie que les Warriors et les Lakers de l'autre côté, et Boston qui va jouer, ou Philadelphie, on va pas non plus les enterrer, mais qui vont jouer un game set au niveau de l'énergie, ça va compter. Il y a Miami aussi, Butler joue blessé, il y a plein de trucs. Pour l'instant, ils ont pas de red flag, quoi. Tout a l'air de bien aller, et pourvu que ça dure pour eux. En fait, il y a que deux équipes, je trouve, qui ont de la constance sur ces playoffs. C'est Denver et Miami. Mais Miami a de la constance à un niveau nettement moins élevé. En fait. Tu vois, si je devais tracer une ligne, elle serait là, elle serait constante, mais là, alors que Denver serait au-dessus. Voilà. Pour ceux qui ont YouTube, qui regardent sur YouTube, vous pouvez voir cette superbe démonstration visuelle. Et pour ceux qui écoutent sur les plateformes audio, je m'excuse, mais vous ratez quelque chose. Donc voilà. Non, mais tu vois, les Warriors montrent deux visages. C'est parfois même incompréhensible. Les Lakers, c'est pas tant qu'il y a deux visages, mais c'est qu'il y a des moments où ils choisissent leur match, j'ai l'impression. Ouais, clairement. Boston a des trous d'air complets au sein même d'un match. Et
Philly, c'est plus les trous d'air de ses stars, quoi. Philly, il y a l'inconstance de ses stars plus que celle de la performance collective. Donc voilà, Denver est la seule qui, pour moi, se maintient globalement. Voilà, comme tu l'as dit, même quand ils perdent, c'est des matchs où il faut que Booker il sorte des performances d'extraterrestres. Enfin bon, voilà, cette équipe de Denver, il y a quelque chose. En tout cas, bon, ce soir, ça continue. Il y a donc New York, si je ne dis pas de bêtises, qui va jouer à Miami. New York qui va jouer à Miami pour sa survie encore, et Miami qui peut en terminer. Et il y a le Game 6 entre les Lakers et les Warriors. Pareil, bon, on le dit à chaque fois, mais cette série qui est très excitante à suivre. Et nous, on se retrouve lundi. Pour un bilan du week-end. Je me souviens quand même du jour duquel on est vendredi. C'est beau. C'est déjà pas mal. Mais donc lundi, on fera un gros bilan du week-end sur toutes ces rencontres. Et il y aura, je parie, plein de rencontres excitantes, plein de matchs excitants. Et on décryptera tout ça ensemble lundi. Voilà, en attendant, allez sur Basket Session, vous aurez les résultats. Le CQFR papier aussi, qui vaut le détour. Il y a tout un tas de choses écrites par Shai tous les matins. Donc n'hésitez pas, des analyses, etc. Et nous, on se retrouve donc lundi sur la chaîne, en tout cas, Basket Session Reverse. Ciao à tous. Ciao.